Alors, j'ai parlé dans la séquence précédente de la vasopressine en tant que facteur neuroendocrine et en tant donc, que neurohormone impliquée dans le contrôle de l'équilibre hydrique en exerçant un rôle antidiurétique. Alors, je vais parler au début de cette dernière séquence de la péline en tant que nouveau neuropeptide hypothalamique qui exerce un rôle opposé par rapport à l'ADH, par rapport à la vasopressine, qui est un rôle diurétique. Alors, la péline, donc, ça a été découvert récemment, c'est un peptide, découvert par Tatemoto en 1998, issu d'un précurseur, donc d'un gros peptide qu'on appelle la proapéline, c'est un peptide de 77 aminés. Ce précurseur donne lieu à trois formes d'apéline qui sont biologiquement actives, l'apéline 13, l'apéline 17 et l'apéline 36. Alors, bien entendu, cette apéline, pour qu'elle soit active dans l'organisme, il faut qu'elle ait des récepteurs spécifiques. Alors, effectivement, on a pu mettre en évidence ou isoler le récepteur de l'apéline, donc l'apéline qui est en fait le ligand endogène d'un récepteur qu'on appelle APJ. Alors, c'était un récepteur jusque-là orphelin. Donc, c'est un récepteur qui était identifié. On ne savait pas à quoi il était le ligand, mais on a appris, donc, on a pu découvrir après que le ligand endogène de l'APJ, c'est l'apéline. Alors, on a montré que cette apéline est exprimée au niveau du système nerveux, au niveau de l'ensemble du système nerveux central, c'est-à-dire au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Et au niveau cérébral, elle est exprimée en particulier dans l'hypothalamus et aussi dans des organes périphériques comme le cœur, le tissu adipeux, les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et aussi au niveau du muscle squelettique. Donc, vous voyez qu'elle a une distribution large dans notre organisme. Si elle est largement exprimée dans différents tissus de l'organisme, ça veut dire qu'elle doit avoir plusieurs rôles à jouer dans les régulations physiologiques et neurophysiologiques. Pardon. Alors ici, vous avez les deux séquences d'apéline, l'apéline 36, 36 acides aminés, voici la séquence, c'est l'apéline 36 humaine, et vous avez ici l'apéline 13, donc 13 acides aminés, c'est l'apéline humaine et l'apéline de bovin, l'apéline bovine. Alors, donc on a vu que l'apéline est exprimée dans l'hypothalamus, donc grâce à l'immunohistochimie, on a regardé de près où est exprimée cette apéline, dans quel noyau en particulier hypothalamique est exprimée l'apéline, pour avoir une idée sur les implications fonctionnelles de cette apéline. Alors, par immunohistochimie utilisant des anticorps anti-apéline, et en particulier des anticorps qui ont été produits contre l'apéline 17, qu'on appelle le K17F, donc sur des coupes hypothalamiques, on a appliqué des anticorps anti-apéline et voilà comment apparaît la réaction, l'immunoréaction apéline chez un rat contrôle, donc un rat qui a accès libre à l'eau. Donc en fait, on a voulu voir si éventuellement l'apéline est impliquée dans la régulation de l'équilibre hydrique, c'est-à-dire dans le contrôle de la balance d'eau, la balance interne en eau. Donc, on a regardé l'immunoréaction apéline chez deux types d'animaux, chez des rats contrôles qui ont accès libre à l'eau et chez un autre groupe de rats qui ont été privés d'eau pendant 48 heures. Donc, en fait, c'est des animaux qui sont plus ou moins déshydratés. Alors, on a vu bien sûr que l'apéline est exprimée dans les neurones magnocellulaires du noyau paraventriculaire, comme vous pouvez le voir ici. Et elle est aussi exprimée sur la photo suivante au niveau des neurones magnocellulaires du noyau supraoptique. Donc, l'immunofluorescence montre bien qu'il y a des neurones à apéline dans le noyau paraventriculaire et aussi dans le noyau supraoptique. Alors seulement, il y a une différence dans l'expression immunocytochimique de cette apéline. Alors regardez chez le rat contrôle, on a quelques corps cellulaires, donc très peu d'immunoréaction chez l'animal contrôle. Par contre, chez l'animal qui a subi un stress hydrique, c'est-à-dire qu'il a été privé d'eau pendant 48 heures, eh bien, regardez, on voit que les cellules expriment énormément d'apéline, donc beaucoup de corps cellulaires qui sont bourrés d'apéline
avec bien entendu, vous voyez les petits noirs, ça c'est un corps cellulaire avec un noyau immunonégatif, ça c'est un autre corps cellulaire, ça c'est un autre corps cellulaire avec un noyau immunonégatif, corps cellulaire avec un noyau immunonégatif. Donc ça veut dire que bien sûr la péline elle est concentrée dans le péricaryon des corps cellulaires, c'est-à-dire dans le cytoplasme. Alors, donc ça veut dire que en fonction de l'état hydrique de l'animal, donc en fonction de l'état de concentration de son milieu intérieur, eh bien, l'expression n'est pas tout à fait la même. Contrairement à la péline, si vous vous rappelez, pardon, contrairement à la vasopressine, alors cette figure, vous l'avez déjà quand on a parlé de l'action antidiurétique de la vasopressine. Ici, c'est l'immunoréaction de la vasopressine chez l'animal contrôle, qui est accès libre à l'eau. Et ici, vous avez l'expression de la vasopressine dans le noyau paraventriculaire ou dans les corps cellulaires de noyau paraventriculaire suite à la déshydratation. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que suite à la déshydratation, eh bien, il y a moins de vasopressine chez le déshydraté, chez le privé d'eau, contrairement au contrôle. Regardez ici, les corps cellulaires sont bourrés de vasopressine et on a même du mal à les séparer. Par contre, là, on voit bien les corps cellulaires bien individualisés, ils deviennent plus éparses, donc moins denses, donc moins d'immunoréaction vasopressine. Donc là, ça diminue dans le sens de la déshydratation. Là, au contraire, ça augmente dans le sens de la déshydratation. Donc, vous avez bien entendu la description de ces résultats d'immunoréaction. Alors, chez le rat à accès libre à l'eau, on a une faible immunoréaction à péline, on a une forte immunoréaction à vasopressine. Et sur la photo ici, en fait, ce qu'on appelle la photo merge, c'est la photo, donc c'est une photo où on a superposé les deux marquages rouge et vert. Donc, normalement, si le rouge est co-exprimé avec le vert, je vais avoir une couleur jaune-orange. Alors, c'est ce que vous voyez sur ce qu'on appelle la photo merge, c'est-à-dire la photo mélange des deux immunoréactions. Donc, grâce à un microscope type confocal, on peut faire ce genre de manœuvre, avoir la photo merge. J'ai quelques localisations, mais ils sont vraiment très éparses. Chez l'animal qui a été déshydraté, par contre, regardez, j'ai une forte réaction à péline, une moindre réaction, immunoréaction vasopressine, et j'ai par contre aussi, chez l'animal privé d'eau pendant 48 heures, j'ai une colocalisation à péline à vasopressine qui est beaucoup plus importante par rapport au rat normal. Donc, forte colocalisation, c'est-à-dire vous voyez beaucoup de corps cellulaires jaunes, c'est-à-dire qui montrent une colocalisation rouge et vert, c'est-à-dire colocalisation apéline rouge et colocalisation vert. Donc rouge plus vert, en fait, ça nous donne une couleur dans le ton jaune. Alors s'il y a une colocalisation, donc elle est vraiment très significative ici au niveau du noyau paraventriculaire, ça soulève quoi? Puisqu'on a dit que la colocalisation, en fait, elle soulève l'idée ou l'hypothèse d'une interaction intraneuronale. C'est-à-dire s'ils sont tous les deux dans les mêmes corps cellulaires, c'est pour une interaction fonctionnelle donnée. Alors, c'est pour ça qu'on a travaillé pour voir quel genre d'interaction entre la péline et la vasopressine au niveau des neurones du noyau paraventriculaire magnocellulaire. Alors, des résultats tout à fait similaires apparaissent dans le noyau supraoptique. Alors, si vous regardez la péline chez le rat à accès libre, donc chez le rat contrôle, j'ai quelques corps cellulaires dans le noyau supraoptique. J'ai, par contre, chez l'animal qui a été privé d'eau, j'ai beaucoup plus de corps cellulaires, une forte immunoréaction à péline, contrairement à la vasopressine, donc la vasopressine qui est fortement exprimée chez le contrôle et plus faiblement exprimée chez le déshydraté, le privé d'eau. Et bien entendu, il y a des colocalisations aussi dans ces neurones du noyau supraoptique. Vous voyez des colocalisations, on les voit déjà chez le rat contrôle, mais ces colocalisations deviennent beaucoup plus nombreuses chez le rat privé d'eau. Donc, ça veut dire que chez le rat privé d'eau, il y a une interaction intracellulaire, intraneuronale entre les deux peptides, entre les deux facteurs neuroendocrines pour, bien sûr, ajuster l'état physiologique et restaurer l'équilibre hydrique de l'organisme.
Voilà, donc pour ce qui est expression de la péline dans les noyaux hypothalamiques, et puis ces fluctuations d'expression ou cette plasticité d'expression qui apparaît suite à la privation d'eau. Alors déjà, on peut tirer une information fonctionnelle chez le privé d'eau. Alors puisque la péline, elle devient beaucoup plus exprimée chez le rat privé d'eau, ça veut dire que elle est synthétisée dans le corps cellulaire, mais elle n'est pas libérée au niveau de la neurohypophyse. Donc elle reste stockée, sa libération elle est plus ou moins inhibée, elle reste stockée dans les corps cellulaires, c'est pour ça que les corps cellulaires apparaissent bourrés d'apéline. Par contre, la vasopressine, donc on a dit en cas de privation d'eau, bien sûr, on a besoin d'une réhydratation de notre organisme. Donc la vasopressine exerce un rôle antidiurétique en stimulant la réabsorption d'eau tout en étant libérée dans le sang. Et après, elle va agir au niveau du rein pour réabsorber l'eau. Donc elle est antidiurétique, permettant l'élimination d'une urine concentrée. Elle s'oppose donc à la diurèse. Alors là, regardez là, le profil d'expression, il est moins important par rapport au contrôle. Ça veut dire que j'ai moins de vasopressine dans les corps cellulaires. Si j'ai moins de vasopressine, ça veut dire que cette vasopressine, elle est libérée au niveau de la neurohypophyse. Ça veut dire que les corps cellulaires ont tendance à se vider de leur contenu pour aller agir au niveau rénal. Par contre, là, c'est le contraire. Le contenu est augmenté par manque de libération de la péline. Alors, pour confirmer tout ça sur le plan fonctionnel, donc d'ailleurs, avant de passer à un autre argument fonctionnel, ici vous avez, c'est le même article, donc le travail est paru dans le journal Endocrinologie en 2004, c'est le même article. Alors, cette fluorescence, cette immunofluorescence, elle a été quantifiée chez les deux groupes d'animaux, chez le privé d'eau et chez le contrôle. Alors, c'est ce que vous voyez ici dans ce graphe, dans ces histogrammes. Donc, vous avez ici en ordonnée la densité du marquage, c'est-à-dire cette densité d'immunofluorescence, de fluorescence, qu'on peut donc quantifier sur ordinateur. Alors, regardez comment fluctue sur le plan quantitatif. Là, c'est une quantification statistique. Alors, regardez le taux. Bien entendu, les histogrammes blancs, c'est la péline, et les histogrammes noirs, c'est la vasopressine. Alors, si on regarde la péline, regardez le taux de fluorescence ou d'expression de la péline dans le noyau supraoptique et regardez chez le privé. Donc, le WD, c'est Water Deprivation, c'est-à-dire privé d'eau. Donc, WD, c'est Water en anglais, Deprivation, c'est le rat privé d'eau. Donc, chez le privé d'eau, regardez, la péline, elle est fortement exprimée et d'une manière, une augmentation significative, très significative dans les neurones du noyau supraoptique. Euh, Par contre, la vasopressine, elle montre un profil inverse d'expression puisqu'elle montre une diminution significative de son expression au niveau du noyau supraoptique. Alors, le même profil d'expression au niveau du noyau paraventriculaire, comme on l'a vu sur les photos tout à l'heure. Donc, regardez, pour la péline, par exemple, pour le noyau paraventriculaire, on part pratiquement de rien, pratiquement pas d'expression, comme vous pouvez le voir ici pour le noyau paraventriculaire. Regardez, chez le contrôle, le rat axe est libre, il n'y a pratiquement pas d'expression, très très peu. Par contre, chez le privé d'eau, la péline, elle est fortement augmentée, donc ça se confirme sur le plan statistique. Regardez donc l'expression chez le contrôle, et cette expression, elle est très fortement augmentée chez le privé d'eau. Alors, elle inverse aussi pour la vasopressine, puisque j'ai une diminution d'expression. Donc, on a dit une diminution d'expression reflète en fait une augmentation de la libération et une augmentation d'expression reflète une diminution de la libération au niveau de la neurohypophyse. Donc, euh, puisque, puisque donc ces expressions subissent des fluctuations, ça veut dire que ces deux facteurs neuroendocrines, la péline et la vasopressine, euh, sont régulés euh, par l'état hydrique du milieu intérieur, qui dit état hydrique dit en fait la concentration osmotique du milieu intérieur, donc l'osmolarité. Alors ça veut dire donc que les taux d'expression de l'AVP et de la péline dans les noyaux paraventriculaires et supraoptiques sont régulés par l'osmolarité et la vasopressine va, bien entendu, pour réguler et restaurer cette osmolarité, l'AVP va exercer un antidiurétique.
puisque les profils d'expression sont inverses, on peut aussi émettre l'hypothèse que la péline joue plutôt un rôle diurétique, c'est-à-dire elle, elle va stimuler la diurèse et l'élimination de l'eau. Voilà, donc chez le rat privé d'eau, je reprends ce que je viens de dire. Donc chez le rat privé d'eau, il y a augmentation de la quantité d'apéline et il y a une diminution de la quantité d'AVP dans les deux noyaux supraoptiques et noyaux paraventriculaires. Donc on a quantifié ces neurohormones dans ces noyaux par mesure des taux de luminofluorescence, c'est-à-dire la densité du marquage suite à la privation. Alors là, donc, c'est une expérimentation où on a privé l'animal d'eau, donc on a provoqué indirectement une augmentation de l'osmolarité. Alors, dans ce travail-là, travail qui paru dans PNAS, la même équipe de recherche a utilisé cette fois-ci, elle a agi directement sur l'osmolarité en perfusant l'animal avec une solution saline hypertonique, donc avec une solution qui est très concentrée de manière à faire augmenter directement l'osmolarité du milieu intérieur. Et ils ont regardé par la suite l'effet de cette solution hypertonique sur les concentrations plasmatiques de vasopressine et d'apéline. Alors donc ici vous avez trois tracés, trois graphes. Le premier graphe représente les variations d'osmolarité en fonction du temps et en fonction bien sûr de l'expérimentation, c'est-à-dire la perfusion avec la solution hypertonique. Ici c'est les taux de vasopressine plasmatique et là c'est les taux d'apéline plasmatique. Alors sur le premier graphe, bien sûr on a mesuré pendant quelques temps l'osmolarité basale chez l'animal. Vous voyez, il fluctue entre 285 et 287. Alors après, on a injecté, on a perfusé l'animal avec une solution hypertonique saline, une solution de NaCl très concentrée, hyper concentrée, à la concentration de 0,85 molaire, sachant que la solution physiologique de NaCl, elle est de l'ordre de 0,15 molaire. Alors, donc, en perfusant l'animal avec la solution hypertonique, regardez, l'osmolarité interne, elle a tendance à augmenter d'une manière très significative. Alors, parallèlement à cette augmentation interne de l'osmolarité, regardez qu'est-ce qu'il y en a pour la vasopressine, eh bien, elle a tendance à augmenter aussi. C'est une augmentation significative. Donc, lorsque l'osmolarité, le milieu intérieur est hyper concentré, en termes d'osmolarité, la vasopressine, elle est augmentée, bien sûr, puisque la vasopressine exerce un effet antidiurétique. Elle va réabsorber l'eau au niveau rénal pour réhydrater et faire baisser l'osmolarité. À l'opposé, par contre, la péline, elle a tendance, donc sa concentration plasmatique, elle diminue d'une manière significative lorsque l'osmolarité augmente. Donc, vous voyez que ces deux paramètres ces deux facteurs neuroendocrines voient leur sécrétion fluctuer, changer en fonction de l'osmolarité. Donc, ils interviennent dans le contrôle du milieu intérieur, c'est-à-dire l'osmolarité du milieu interne et donc de la balance hydrique. Alors voilà donc le résumé de ces graphes, vous l'avez ici, avec l'augmentation de l'osmolarité et augmentation de la libération de la vasopressine, diminution de la libération de la péline. Ces résultats, parmi d'autres, bien sûr, il y a d'autres expériences qu'on n'a pas le temps de détailler tous, eh bien ces résultats montrent que la péline exerce un effet opposé à celui de la vasopressine sur la balance hydrique. L'un qui augmente, antidiurétique, et l'autre qui diminue, et donc il est diurétique. Alors, on a parlé, bien entendu, de la colocalisation. Je reviens à cette diapositive. On a parlé d'une colocalisation vasopressine-apéline. On a dit qu'ils sont colocalisés dans les mêmes corps cellulaires des noyaux supraoptiques et paraventriculaires. On a dit que toute colocalisation soulève l'hypothèse d'une interaction fonctionnelle dans la cellule, c'est-à-dire une interaction fonctionnelle intraneuronale. Alors, c'est ce qu'on a essayé de cerner avec cette expérience. Donc, les mêmes chercheurs ont évalué, étudié, regardé s'il y a une interaction entre la vasopressine et la péline dans la régulation de la balance hydrique. Alors, pour étudier cette interaction, ils ont travaillé, donc ils ont évalué en fait l'activité électrique
des neurones à vasopressine. Donc, grâce à l'implantation de microélectrodes dans les neurones à vasopressine, on peut enregistrer leur activité électrique. Et après, ils ont fait agir l'apéline, donc en particulier l'apéline 17, le K17F, sur cet environnement neuronal des neurones à vasopressine, et ils ont regardé ce que fait l'apéline sur l'activité électrique de ces neurones à vasopressine. Alors bien sûr, on n'a pas pris n'importe quel animal, on a pris plutôt des rats allaitantes. Bien sûr, anesthésiée pour travailler dessus. Alors pourquoi des rats allaitantes? Parce que les rats allaitantes, vous savez que la rate qui allaite ses petits, elle produit beaucoup de lait. Donc, qui dit lait, dit, elle fait appel à beaucoup d'eau de son organisme. Donc, on a besoin de réabsorber au maximum de l'eau pour avoir de l'eau pour, bien sûr, produire du lait. Alors, si la réabsorption d'eau est à son maximum, ça veut dire que l'activité des neurones à vasopressine, elle est à son maximum. Donc, ils se sont mis dans la situation où les neurones à vasopressine sont au maximum de leur activité, en particulier de leur activité électrique, parce que c'est l'activité électrique qui est derrière l'activité sécrétoire de la vasopressine. Alors, comme on peut le voir, donc, voilà, on a enregistré l'activité électrique, l'activité électrique de neurones à vasopressine, donc pendant environ 10 minutes. Là, vous avez moins 10, moins 5, 0, etc. Ça, c'est le temps en minutes. Donc, on a enregistré l'activité électrique de ces neurones euh, euh, et nous rendre compte de ce qu'on appelle le firing rate, c'est-à-dire la fréquence de décharge. Fréquence de décharge veut dire le nombre de potentiels d'action par seconde. Donc, firing rate, c'est fréquence de décharge. Et spike per second, c'est le nombre de pics par potentiel, par unité de temps par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on constate donc à l'état basal, donc en dehors avant l'injection de la péline dans le cerveau, donc on l'a injecté par voie ventriculaire, donc dans le système ventriculaire, dans le système de cavité où circule le liquide céphalorhizidien. Après, ça va diffuser jusqu'à l'environnement des neurones vasopressines. Donc, regardez l'activité électrique ou la fréquence de décharge avant la péline. Après injection de la péline dans le cerveau, regardez l'activité des neurones vasopressines. Donc là, avec une fréquence de décharge au début encore importante, mais plus on avance dans le temps, plus cette fréquence de décharge diminue. Regardez, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Donc on a évolué au fait la fréquence de décharge au bout de 65 minutes. Regardez comment elle était. Ça descend, ça descend, ça descend. Et cette fréquence de décharge, elle a tendance à diminuer fortement. Donc au bout, après, disons, environ 65 minutes après l'injection de la pénible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pénible a diminué l'activité électrique des neurones à vasopressine. Donc elle a en fait inhibé les neurones à vasopressine. Donc vous voyez que il y a une interaction fonctionnelle intracellulaire, intraneuronale, puisque la présence de la péline dans le neurone vasopressine, elle est là pour inhiber, pour modérer son activité. Donc, on tire de cette expérience que la péline diminue l'activité électrique des neurones à vasopressine, et ceci, bien sûr, ça a été fait dans le noyau supraoptique, chez des rats allaitantes anesthésiées, et ceci après injection centrale de la péline 17. Alors, on conclut donc, à partir de ces quelques éléments expérimentaux que je viens de vous décrire, que la péline est un neuropeptide hypothalamique, donc on a trouvé par immunocytochimie ou immunofluorescence qu'elle est exprimée dans les neurones du noyau paraventriculaire magnocellulaire et aussi dans les neurones magnocellulaires du noyau supraoptique. Cette apéline exerce un effet diurétique, donc un effet opposé à celui de l'ADH, et ceci, bien sûr, comment elle agit en termes de mécanisme, en inhibant l'activité des neurones à vasopressine. On a même montré, je ne vous ai pas montré l'expérience, on n'a pas le temps, on a montré que l'apéline inhibe la libération de la vasopressine. Donc, elle a tendance à inhiber l'activité des neurones à vasopressine et donc inhiber la production, la capacité de production et de synthèse de la vasopressine et aussi de sa libération au niveau de la neurohypophyse dans la circulation générale. Alors, mais on a montré au fait que la péline exerce un effet diurétique aussi, euh, 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 elle exerce aussi un effet diurétique direct en agissant directement au niveau du rein. Donc, elle a un effet au niveau rénal.
qu'est-ce qu'elle fait au niveau rénal? Eh bien, elle va en fait empêcher la réabsorption d'eau, et qui dit inhibition de la réabsorption d'eau dit inhibition des pores hydriques, les aquaporines 2, et qui dit inhibition des aquaporines 2, ça veut dire que la cascade moléculaire qui permet de stimuler ces aquaporines et les introduire dans la membrane apicale des cellules épithéliales des canaux rénaux, eh bien, c'est la cascade AMP cyclique, l'AMP cyclique qui normalement stimule les protéines kinase A qui vont phosphoryler les aquaporines. Donc, il n'y a pas une production d'AMP cyclique, pas de protéines kinase activées, et donc pas de phosphorylation des pores aqueux, donc des aquaporines 2. Donc, inhibe la réabsorption d'eau directement au niveau rénal. Alors, on conclut donc que, au fait, ce système apéline, elle exerce une action vraiment neuroendocrine, une action diurétique complexe et complète, puisque le système apéline a une action diurétique directe au niveau rénal, comme on vient de le décrire, et aussi une action indirecte, et ceci en agissant et en inhibant l'activité des neurones à vasopressine et aussi la libération de la vasopressine. Donc là, vous avez donc euh, l'axe vasopressine, l'axe hypothalamo-hypophysaire, vasopressine qui est antidiurétique et bien sûr qui interagit avec la péline, donc qui rentre aussi dans cet axe hypothalamo-neurohypophysaire. Voilà comment est régulée la balance hydrique par ces deux systèmes hypothalamo-neurohypophysaires. Bien sûr, il y a d'autres peptides qui ont été découverts. Je me limite à ça juste pour que vous ayez une idée sur une action diurétique, une action antidiurétique. Alors, en conclusion, il nous reste bien entendu, avant de finir, de parler de l'ocytocine, qui est aussi un facteur neuroendocrine, c'est-à-dire produit dans des neurones du noyau paraventriculaire, paraventriculaire magnocellulaire et aussi au niveau du noyau supraoptique. Et puis, cette ocytocine, c'est une neurohormone, donc elle est sécrétée à partir de la neurohypophyse dans la circulation générale pour aller agir au niveau de ces structures cibles. Alors, bien entendu, par immunocytochimie et en particulier par immunofluorescence, c'est-à-dire on a utilisé comme marqueur de l'anticorps secondaire un marqueur fluorescent bleu, vous voyez qui fluoresce au microscope en bleu. Alors ici, donc on a étudié, donc grâce à l'immunocytochimie, on a pu montrer que des corps cellulaires à ocytocine sont exprimés, apparaissent dans le noyau paraventriculaire et dans le noyau supraoptique. Alors, je vous remets à chaque fois le schéma de coupe passant par cette région-là pour que vous vous situez à chaque fois où la photo a été prise et où la réaction a été faite. Pardon. Alors ici, c'est le noyau paraventriculaire, d'accord, magnocellulaire, et puis ça c'est le pare-bois, et ici c'est le noyau supraoptique. Donc voilà, donc ici vous avez la réaction ou l'immunoréaction ocytocine dans le NSO, et ici vous avez l'immunoréaction NPV, l'immunoréaction ocytocine dans le NPV. Donc les cellules qui ont réagi aux anticorps anti-ocytocine, on parle de neurones ocytocine immunoréactifs ou neurones ocytocine immunopositifs. Et vous voyez d'ailleurs que certains, vous voyez très bien dans certains corps cellulaires, le noyau qui est ocytocine immunonégative, pardon. C'est-à-dire que le noyau ne contient pas le peptide. C'est le cytoplasme où se concentre le peptide. Même chose ici. Bien sûr, il y a des fois où on voit le noyau, il y a des fois où on ne voit pas le noyau. Lorsque la coupe passe par le noyau, eh bien on le voit. Quand la coupe ne passe pas par le noyau comme ici, on voit que le cytoplasme du corps cellulaire. Là, on voit le noyau et on voit le corps cellulaire parce que la coupe, là aussi, on voit le noyau et on voit le cytoplasme puisque la coupe, le niveau de coupe passe par le noyau. Voilà donc pour la distribution. Donc j'ai une population de neurones qui expriment l'ocytocine aussi bien au niveau du noyau supraoptique. Alors là, vous avez à côté du chiasma optique, c'est un repère, et puis une population
dans le noyau paraventriculaire. Et vous avez ici comme repère le troisième ventricule. Alors pour le noyau paraventriculaire, vous voyez bien sûr une forte masse de neurones qui expriment l'ocytocine, mais vous voyez aussi quelques neurones dans cette partie-là, qui est quoi? Ça correspond à cette partie-là du noyau paraventriculaire, c'est-à-dire le parvocellulaire, là où on a dit que les neurones ACRH se concentrent. Alors, et on a dit aussi que l'ocytocine jouait un rôle en tant que petit accessoire dans cette partie-là. Donc, c'est pour ça que vous voyez quelques corps cellulaires dans cette partie-là, mais ça, c'est les corps cellulaires qui interviennent donc, dans la réponse au stress, donc qui vont interagir avec l'ACRH pour contrôler l'axe du stress. Alors, les actions physiologiques de l'ocytocine, je vais juste en parler rapidement parce que vous avez déjà vu ça plus en détail et vous savez plus que moi ce qu'il en est pour les actions physiologiques. Vous l'avez vu dans le chapitre reproduction en S4. Vous savez très bien que l'ocytocine est une hormone qui joue un rôle clé pendant l'accouchement, mais aussi lors de l'allaitement. Donc, elle intervient dans deux états physiologiques différents, avec une action sur l'utérus lors de l'accouchement et une action sur le sein lors de l'allaitement. Alors, sur l'utérus, l'ocytocine agit donc en stimulant la contraction, en provoquant la contraction rythmique du myomètre utérin en vue de l'expulsion, bien entendu, du fœtus. Alors, elle est donc sécrétée en grande quantité pendant l'accouchement. Et pourquoi? Parce qu'elle est essentielle aux contractions de l'utérus. Par ailleurs, l'ocytocine contribue également au réflexe d'éjection du placenta. Donc, elle contribue à l'expulsion du placenta et aide bien entendu l'utérus à reprendre sa forme, permettant ainsi de réduire les risques d'hémorragie. L'ocytocine agit également sur le sein. Alors pourquoi? Parce qu'un peu plus tard, donc après l'accouchement, un peu plus tard, eh bien, lorsque la mère allaite son bébé, l'ocytocine a un grand rôle à jouer puisqu'elle va continuer à jouer son rôle après l'accouchement. Elle continue de jouer un rôle important et cette fois-ci dans la production du lait. Donc on est dans l'évacuation et la sécrétion du lait. Et c'est la tétée, en fait, c'est la tétée. Qu'est-ce qui stimule la production de l'ocytocine? C'est la tétée du bébé qui va stimuler cette sécrétion. Donc, comment agit l'ocytocine sur le sein? Alors, vous savez très bien qu'elle va stimuler la contraction des cellules myoépithéliales musculaires lisses qui entourent les canaux mammaires qui sont les canaux galactophores. Cette action permet bien sûr l'éjection du lait pendant l'allaitement avec passage du lait des alvéoles, la lumière, vers les canaux mammaires et les mamelles. Ça, c'est les actions physiologiques en abrégé de l'ocytocine. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est plasticité neuroendocrine, plasticité sécrétoire liée à un facteur environnemental externe ou interne. Donc là, je vais vous parler d'une autre forme de plasticité qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, d'une plasticité type structurale qui est liée à un état physiologique donné. Donc justement, l'ocytocine, elle est impliquée dans cette forme de plasticité structurale. On va parler de la plasticité sécrétoire de l'ocytocine qu'on va expliquer et qui est liée à une plasticité structurale dite neurogliale, démontrée en particulier au niveau du noyau supraoptique de l'hypothalamus. Alors, pour vous rendre compte donc de cette plasticité sécrétoire, ça, vous savez très bien que, bien sûr, le taux de sécrétion ou la quantité d'ocytocine sécrétée dans le sang, par exemple, pendant la gestation et pendant la lactation, pendant l'accouchement, ça n'est pas la même sécrétion. On a des taux variables. Par exemple, pendant la gestation, on n'a pas de grands besoins d'ocytocine pendant la gestation chez l'animal ou la grossesse chez la femme. Il n'y a pas de grands besoins d'ocytocine. Donc, on a en fait une sécrétion sanguine dans le sang d'ocytocine, une sécrétion qui est irrégulière, qui est plus ou moins faible. Et chaque neurone a ocytocine. Donc ici, ça vous schématise les neurones sécrétoires d'ocytocine dans le noyau supraoptique. Donc chaque neurone va sécréter une quantité en fonction de son état d'activité. Là, c'est un neurone qui va
sécréter aussi une quantité moindre que l'autre neurone, donc une sécrétion d'ocytocine qui est irrégulière. Alors comment on explique ceci? Donc pourquoi ce neurone exprime une quantité et l'autre exprime une autre quantité? Eh bien parce qu'en fait les neurones travaillent indépendamment, elles sont éloignées les uns des autres sur le plan euh, structural, et vous voyez qu'il y a un type cellulaire glial qu'on appelle l'astrocyte. Donc ces astrocytes en fait qui s'interposent entre les neurones neurosécrétoires à ocytocine, et donc ils ne sont pas du tout en contact, et chaque neurone va produire, s'activer euh, selon, euh, selon son état pour libérer une quantité plus ou moins faible d'ocytocine. Ce qui donne une sécrétion d'ocytocine irrégulière. Par contre, pendant la lactation, où on a besoin d'un pic sécrétoire d'ocytocine, c'est-à-dire on a besoin d'une grande quantité circulante d'ocytocine pour aller stimuler les seins à produire, à éjecter le lait, là on fait appel à une forte sécrétion d'ocytocine qui est dite synchronisée. Synchronisée, c'est-à-dire toutes les cellules vont sécréter de grandes quantités d'ocytocine et la même quantité d'ocytocine. Pourquoi? Parce que dans cette situation de lactation, on a pu montrer, donc sur le plan morphologique, que les neurones à ocytocine, ils viennent se contacter, ils viennent s'apposer et établir des synapses, des jonctions serrées, qui sont des synapses électriques. Synapses électriques, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une activation qui apparaît dans un corps cellulaire, eh bien, elle va être communiquée immédiatement aux neurones voisins. Et donc, j'aurai une synchronisation d'activité et j'aurai une hyperactivation synchronisée des neurones à ocytocine du noyau supraoptique. Alors, comment cette synapse s'établit? Bien sûr, on a montré que ces astrocytes qui étaient interposés entre les neurones, ils vont subir une rétraction. En fait, ils vont se retirer des espaces interneuronaux et ils vont laisser la possibilité aux neurones de se contacter de manière électrique. Donc, vous voyez qu'on passe d'une structure anatomique d'une autre structure, à une autre structure, donc un autre état structural du noyau. Et lorsque tous les neurones s'activent, eh bien, j'aurai une forte sécrétion qui est tout à fait comparable pour tous les neurones, et donc j'aurai un pic d'ocytocine. Il s'agit donc d'une plasticité, c'est-à-dire un remodelage. Donc, en fait, la structure, elle se remodèle, elle change. Un remodelage structural qui est type neuroglial, puisque la glie se retire et les neurones vont établir des contacts synaptiques type électrique. Alors, cette plasticité structurale, bien sûr, elle apparaît pendant la lactation, comme elle doit apparaître pendant l'accouchement. On a de grands besoins d'ocytocine. Ça veut dire donc que ce changement structural, cette plasticité structurale, a un rôle à jouer dans la modulation fine de l'activité des neurones à ocytocine. Donc là, il s'agit d'une plasticité structurale neurogliale qui est à l'origine d'une plasticité sécrétoire de l'ocytocine en tant que facteur neuroendocrine. Alors, en conclusion générale, en fait, c'est un récapitulatif des différents aspects des adaptations neurobiologiques que je voulais, des adaptations neurobiologiques par rapport à des facteurs d'environnement que je voulais mettre en valeur dans mon cours. Donc, on peut conclure que différentes formes de plasticité fonctionnelle neurobiologique permettent d'adapter l'organisme à des changements de paramètres environnementaux, donc des changements qui concernent soit c'est des paramètres environnementaux, soit externes, soit internes. Alors, parmi ces formes de plasticité qu'on a abordées, on a abordé la plasticité comportementale liée au stress. Si vous vous rappelez, on en a parlé de, de l'impact du stress sur le comportement, le comportement qui est en fait régi ou qui est édifié par le système lymphatique. On a dit que
chez un individu stressé, un animal stressé, il y a des différents comportements émotionnels qui peuvent s'exprimer chez l'animal stressé. euh, et puis, on a même parlé de la CRH exprimée dans le noyau amygdalien qui sous-entend justement une activation comportementale qui apparaît chez le stressé. Donc, il s'agit d'un aspect de plasticité comportementale. On a parlé également de la plasticité dite cognitive liée au stress, telles que les altérations de la mémoire chez l'animal et même chez l'homme, donc une plasticité cognitive liée au stress. Et on avait parlé justement d'une altération de la mémoire. Bien sûr, qui dit mémoire dit hippocampe, toujours c'est une structure du système limbique. Et on a vu que cette altération de la mémoire, donc une plasticité cognitive qui est liée au fait à un changement dans la neurogénèse, une altération de la neurogénèse au niveau de l'hippocampe. Là aussi, c'est une autre forme de plasticité euh, adaptée et d'adaptation au stress. On a parlé de plasticité neuroendocrine et au stress, c'est-à-dire plasticité liée à l'activité neuroendocrine de l'axe hypothalamo-onto-hypophysaire, tel que l'axe corticotrope, bien sûr, avec la CRH comme facteur endocrine de contrôle de l'axe du stress et qui permet bien entendu de stimuler la cible qui est le cortex surrénalien pour produire les glucocorticoïdes qui vont adapter l'organisme par rapport aux effets néfastes du stress. On a parlé par la suite de la plasticité neuroendocrine liée à l'état hydrique, c'est-à-dire liée à l'osmolarité. L'osmolarité étant un paramètre interne, donc un paramètre du milieu intérieur. Donc là, c'est une fluctuation, une plasticité liée au changement d'un paramètre interne, qui est l'osmolarité. Et bien entendu, cette plasticité, elle est régie par l'axe hypothalamo-neurohypophysaire, et en particulier par le système neuroendocrine à vasopressine et le système neuroendocrine à apéline, ou par les peptides vasopressine et apéline. On a parlé en dernier lieu d'une plasticité neuroendocrine, c'est-à-dire une plasticité sécrétoire et une plasticité structurale liée à l'état, cette fois-ci physiologique, donc à l'état des paramètres internes, tels que, par exemple, la gestation, l'accouchement, la lactation. Et là, cette plasticité neuroendocrine et structurale, elle est régie donc par euh, l'axe hypothalamo-neurohypophysaire et en particulier par l'ocytocine. Donc, vous voyez que différentes formes de plasticité régissent l'adaptation de notre organisme à l'environnement, qu'il soit à des paramètres de l'environnement, qu'ils soient internes ou externes. Et je m'arrête là donc pour ce cours. Alors, si vous avez des questions de compréhension, de discussion, vous pouvez me contacter sur la plateforme Moodle et je vous répondrai aussitôt. Bon courage!